Actuelle est à la critique subjective assumée, à l'exhibition de l'expérience individuelle. Une collection intitulée « Ma nuit au musée » exploite une expérience singulière. L'auteur pressenti est invité à passer une nuit seul, en tête-à-tête, avec les œuvres d'un artiste exposées dans un musée. À la clé, le récit de cette rencontre de quelques heures. L'intérêt de tels ouvrages réside non seulement dans l'éclairage particulier braqué sur une œuvre artistique, éprouvée plus encore que documentée, mais aussi dans l'auto-analyse du sujet de l'expérimentation. À ce titre, ceux de Kamel Daoud et de Lydie Salver me semblent spécialement pertinents pour illustrer une réflexion sur les imaginaires de l'identité. En effet, si l'œuvre de Picasso pour le premier, celle de Giacometti pour la seconde, ne sont pas à proprement parler leurs auto-images, elles leur renvoient cependant d'eux-mêmes une représentation étrangement spéculaire. Au cours de ces heures nocturnes et solitaires, tous deux parcourent, parallèlement à leur déambulation face aux peintures et aux sculptures exposées dans les salles vides, un chemin intérieur, intellectuel et émotionnel qui les questionne en profondeur sur leur identité personnelle et culturelle. Voilà l'occasion, me semble-t-il, de s'interroger sur le rôle de l'œuvre d'art, lieu privilégié de projection dans l'élaboration de l'image de soi. Lydie Salver, écrivaine et psychanalyste française, a inauguré en automne 2016, dans les salles de l'Hôtel Torigny, avec l'exposition Picasso-Giacometti, l'aventure ainsi programmée. Écrire un texte avec une expérience d'enfermement dans un lieu où des œuvres d'art étaient conservées. Ce sera la narration difficile d'une épreuve doublement pénible et décevante, une rencontre ratée et une identité bousculée. En voici la trame. Un prologue harponne le lecteur en exprimant vivement le refus de l'invitation, refus étayé par l'argumentaire idéologique attendu sur le musée mortifère, sur l'art marchandise, l'art instrument d'élitisme, l'art idole. Cette opposition, que la narratrice à ce stade croit encore opposition de principe, le cède finalement à la tentation du face-à-face avec L'homme qui marche, œuvre fétiche d'un artiste qui fait partie du panthéon intime de l'écrivaine, lui parle personnellement et incarne pour elle l'essence de l'art. Elle attend de cette rencontre à la fois une communion et de découvrir des choses. Le premier mouvement du texte inaugure ainsi un va-et-vient entre désir et blocage, proximité et rejet qui va sous-tendre le récit. L'expérience est présentée avec insistance comme un échec. La narratrice a beau regarder les sculptures, elle n'éprouve devant elle aucune des émotions espérées, mais au contraire un sentiment de vide, de malaise, d'ennui, de tristesse, de honte, d'impatience inquiète, de peur inexplicable. Elle se questionne alors, mais assez vainement. Elle recourt à des stratégies personnelles d'évitement, consulter ses messages téléphoniques, regarder la photo de sa chienne. Elle emprunte des détours culturels rassurants en convoquant ceux qu'elle appelle ses locataires, les écrivains et artistes qui, comme Giacometti, du moins avant cette nuit de cauchemar, habitent sa maison intérieure. Rilke, Hölderlin, Beckett, Virginia Woolf et cet autre raté magnifique, Baudelaire, à qui elle emprunte le livre de son livre « Marcher jusqu'au soir ». Ce parcours erratique est troué par la remontée en 3 étapes de souvenirs personnels traumatisants. Réfugiée dans les toilettes du musée, elle revit sa peur d'enfant devant un père terrifiant, que les humiliations subies ont mené à la psychose et à l'enfermement.
Peu après, elle se souvient du rire dément d'un jeune assassin, interné lui aussi, ayant pour ainsi dire quitté le monde des hommes et leur langage, isolé dans son gouffre. La troisième réminiscence, signalant un autre type de détresse, est amenée par l'impuissance à éprouver l'émotion esthétique et par le sentiment de sa propre insignifiance. Il s'agit d'un dîner mondain où elle essuya la condescendance de la maîtresse de maison qui déclara à son sujet « Elle a l'air bien modeste », suscitant une colère folle et un désir de revanche qui passa par l'écriture. Parallèlement à cette introspection par soubresaut avortée et réprimée, se développe une réflexion sur le ratage du créateur, qui la rapproche de l'homme Giacometti. Le récit se termine en queue de poisson, par l'évocation d'un sommeil sans rêve, puis de la sortie du musée, sans commentaire. Pourtant, nous n'en sommes qu'aux deux tiers du livre. La dernière partie raconte la digestion de cette excursion, la lente élucidation a posteriori de ce rendez-vous manqué. Puisque l'œuvre l'a repoussée, elle se tourne vers son créateur pour renouer le fil, relisant ses biographies, à partir desquelles elle compose la sienne propre, fragmentaire et subjective surtout. C'est à travers cette approche biographique spéculaire qu'elle appréhende enfin le sens des œuvres, c'est-à-dire ce en quoi elle lui parle d'elle-même. Ainsi, le chien de Giacometti, je la cite, à la poursuite d'une piste menant on ne sait où, avant de mordre définitivement la poussière. Tout comme Giacometti, tout comme moi, tout comme nous. Mais en fin de compte, c'est un texte de Jean Genet sans rapport avec Giacometti, sur lequel il a pourtant beaucoup écrit, qui réactive les dilemmes non résolus et fait surgir les réponses au blocage, qui sont aussi révélations de sa vérité identitaire. La honte de ses origines sociales et, à un niveau plus profond, l'angoisse de mort d'une femme sous chimiothérapie. Un épilogue fait un bond d'une année, après des mois d'oubli, pour présenter le déblocage final. Une pensée issue lui vient providentiellement à l'esprit, rappelant sa propre conception du rapport à l'art, désaliénée des attentes imposées par la culture. Il n'y avait plus qu'à vérifier. En février 2018, soit plus d'un an après son expérience, Lydie Salver retourne donc au musée Picasso pour visiter l'exposition Picasso 1932, année érotique. Cette expérience, radicalement opposée à la précédente, voir cette fois en plein jour, dans une foule bruyante et naïve, des peintures éclatantes de vigueur effrontée, a eu l'effet radicalement opposé. Faire ressentir à nouveau la joie de vivre, de partager, d'appartenir. L'épreuve est réussie cette fois. La visiteuse a retrouvé tout ensemble sa relation à l'œuvre d'art et son intégrité. Et s'étant retrouvée, elle peut enfin écrire ce livre. Un an après Lydie Salver, en octobre 2017, le très médiatique chroniqueur et écrivain algérien Kamel Daoud était invité à son tour à réagir à cette même exposition Picasso 1932, année érotique. Aucune réticence cette fois, tant la thématique abordée correspond à celle qui sous-tend de façon obsessionnelle sa réflexion de chroniqueur des sociétés actuelles, jusqu'à faire office de grille de lecture. L'érotisme est une clé dans ma vision du monde et de la culture, écrit-il. Aussi l'ouvrage tire-t-il systématiquement vers l'essai, comme si la contemplation des peintures se mettait au service d'une pensée déjà construite, illustrait un système d'idées déjà énoncé dans des chroniques ou à développer dans des essais comme celui qui, avoue-t-il, était prévu sur l'esthétique du djihadiste. D'où le double mouvement du texte, de l'assertion générale à la preuve par l'exemple, et de l'analyse du tableau à la généralisation théorique. La thèse de l'ouvrage, énoncée en italique, est d'ailleurs brandie en incipit. L'érotisme est un rite de chasseur.
une pratique cannibale aussi, variante de la pensée globale d'un auteur qui a, dit-il, une nuit pour le prouver. L'expérience muséale n'a donc rien d'une rencontre vierge d'un point de départ. Elle est vécue comme une étape inscrite dans un cheminement idéologique guidé par une vision. Cette vision est celle d'un arabe, d'un étranger au monde iconique et en particulier à la représentation du corps, décontenancé et impuissant devant la surabondance d'images impudiques dans les rues de Paris. Pour autant, cet arabe n'est pas vindicatif, mais séduit et curieux. Il veut sonder son malaise et, écrit-il, réfléchir à cette occasion son propre rapport à l'image, sa peur culturelle face à la représentation. Cette interrogation engendre une réflexion opposant systématiquement les deux cultures, tout en maintenant un dispositif énonciatif qui marque ce tangage du locuteur. L'arabe, c'est tantôt je, tantôt il, ou nous, ou encore on, l'indéfini surplombant qui le rallie d'ailleurs parfois plutôt à la sphère occidentale. Dans ce système antagoniste, Daoud voit l'Occident comme le monde du corps, du nu, de l'érotisme, de la substance charnelle et vivante, de la jouissance immanente iket nunc. Le monde de l'image, de l'art, du musée, de l'abondance. Celui de la sublimation par l'érotisme d'un rite primordial assumé. La culture arabe en est, à ses yeux, l'exacte antithèse. Monde du cachet, de l'invisible, de la transcendance, le plaisir étant rejeté post-mortem avec la promesse des houris. Monde de la ligne, de la calligraphie, du livre, de l'austère et pur, mais aussi lieu du sacrifice réalisé dans l'agression meurtrière. Ce schéma binaire et réducteur, où s'affrontent plus exactement une société hédoniste laïcisée, voire athée, et une société dominée par un monothéisme, disons, rigoureux, s'applique tout aussi bien au locuteur schizoïde, cet arabe déchiré entre sa culture d'origine, pétrie de préjugés religieux frustrants enracinés dans l'Algérie rurale, et l'attrait d'une civilisation qui, par l'art, donne sens à la vie, en particulier à l'amour des corps. Ce visiteur va donc se dédoubler en usant d'un stratagème romanesque ou théâtral. Dans ce Paris encore traumatisé par les attentats islamistes récents, c'était presque le premier anniversaire du Bataclan, il objective une moitié de lui-même en créant un personnage de djihadiste, chargé, écrit-il, de blesser l'Occident au cœur de son cœur, ses collections d'art. Abdellah, comme il le nomme, qui veut dire esclave de Dieu, sera l'hypostase de la profondeur noire de Kamel Daoud, l'agent fictif du mal enfoui dans son inconscient et dans son propre passé abjuré de mystique islamiste, son Mr. Hyde en quelque sorte. S'ensuit une alternance de je et de il, mis également en situation dans cette visite au musée. À Abdellah, obsédé par ce que Kamel Daoud nomme un fantasme d'identité, revient la phobie destructrice, le désir d'attentat sur les tableaux exposés. Le narrateur, ainsi libéré de sa face sombre, peut se livrer à une contemplation jouissive des tableaux comme à leur décryptage intelligemment empathique. Pour évoquer la complexité d'une confrontation identitaire dont il poursuit les méandres au fond de lui-même, l'occidentaliste lettré qu'est Kamel Daoud passe par le détour textuel en soumettant l'histoire de Robinson, contée par Defoe puis par Tournier et bien d'autres, et qui revient, on l'a vu hier, dans tous les romans de Daoud et s'enracine en fait dans une histoire orientale. Donc, il soumet cette histoire à une relecture amusée et biaisée, fondée sur un système d'inversion complexe. Il fait varier la mise en scène de la rencontre de Robinson et Vendredi, emblématique pour lui de la confrontation entre l'homme occidental civilisé et le sauvage, nu et cannibale.
Par un premier renversement, c'est Abdellah Vendredi, l'insulaire, qui est choqué par la nudité décomplexée d'un Robinson débarquant en touriste et qui veut le rhabiller. Dans le contexte particulier de la nuit au musée, il est scandalisé par l'irruption dans son univers d'un peintre européen aux œuvres impudiques. Allant plus loin, l'auteur inverse alors les rôles. Abdellah devient un Robinson arabe, découvrant avec horreur les scènes de cannibalisme érotique commises par le pinceau de Picasso Vendredi. Les nus de Picasso sont mes vendredis, écrit Kamel Daoud. Abdellah Robinson se trouve face à un état civilisationnel insupportable qu'il doit détruire. Dans ce dispositif de théâtralisation, Abdellah, qu'il incarne Vendredi ou Robinson, est toujours le juge qui condamne la culture occidentale du nu et de l'art. Cependant, l'échange des rôles produit un effet de brouillage à l'image de l'incertitude identitaire du narrateur. Néanmoins, l'affirmation prévaut, polémique et définitive, de l'adhésion à la civilisation européenne actuelle, emblématisée ici par Picasso, où Kamel Daoud se retrouve plus que dans le monde dit arabe, en proie, écrit-il, à la misère culturelle, la misère sexuelle, la misère du désir du monde. Telle est la révélation exaltante de cette expérience précieuse, venue confirmer l'intuition de l'adolescent qui, dans son village, avait conclu que l'érotisme est la religion la plus ancienne, que son corps est son unique mosquée, et que l'art est la seule éternité dont il peut être certain. Cette profession de foi clôture le récit. Ces deux épreuves de confrontation à l'image humaine, vécues comme des sidérations contemplatives opposées, euphoriques pour Daoud, répulsives et déceptives pour Salver, ouvrent cependant pour l'un et l'autre sur une révélation de soi. Le premier niveau de la confrontation est celui du contexte. Le musée, temple de la culture européenne, saint des saints de l'art où les auteurs sont invités à dépasser leur aversion a priori pour y officier en solitaire, dans un rituel nocturne à inventer. Les deux livres illustrent à des degrés divers la thèse démontrée par Pierre Bourdieu et Alain Dorbel dans L'amour de l'art, sous-titré « Les musées d'art européens et leur public », et que Bourdieu développera 10 ans plus tard dans La distinction critique sociale du jugement. L'expérience vécue par Lydie Salver récuse violemment la postulation idéaliste commune de l'éloquence naturelle des œuvres d'art, de leur caractère ontologiquement sacré, accessible à chacun par l'ascèse initiatique du silence muséal. En fait, privée de la disposition cultivée, requise selon les sociologues pour être l'élu touché par la grâce culturelle, elle est soudain cruellement renvoyée, en dépit de tous ses efforts pour s'approprier la grande culture, à son origine sociale modeste, de fille d'ouvriers émigrés espagnols, d'enfants de cité HLM. Paradoxalement, quoique plus étranger encore au lieu muséal et à la culture iconique qui s'y déploie, Kamel Daoud semble moins ébranlé. Sans doute, plus conscient de tout ce qui le sépare du musée, l'aborde-t-il sans risque de mauvaise surprise. Il exorcise la distance culturelle par le fantasme de l'attentat et s'approprie ironiquement l'expérience redoutée en la désignant comme sa nuit sacrée par analogie avec celle du prophète. Porté par son projet, il aborde l'exposition de plain pied pour décrypter les œuvres qui lui sont proposées et combler le fossé qui le séparerait de sa culture d'élection. Psychologiquement, il semble également mieux armé pour affronter les circonstances déstabilisantes que sont la nuit, le froid, la solitude. Dans son cas, il y a donc davantage de coïncidences entre la scène extérieure et la scène intérieure où se joue la rencontre. Or, l'épreuve consiste exactement dans cette rencontre privée avec l'œuvre. Dans la logique de l'Erlebnis versus Erfahrung de Walter Benjamin et du Punctum versus Studium de Roland Barthes,
Le régime de subjectivité induit par le projet de la nuit au musée abolit la distinction sujet-objet. Il suppose l'interpénétration réciproque, par absorption ou projection, du spectateur et d'une œuvre considérée, à l'instar de Rilke, d'ailleurs modèle de Salver, comme un être animé. Le mécanisme s'enclenche parfaitement dans le cas de Kamel Daoud, pour qui les tableaux fonctionnent comme un miroir de l'intime. En l'occurrence, la nudité défigurée et refigurée des amants de Picasso renvoie à la mise à nu du corps, du moi intime, révélé par le mouvement érotique. Le déchiffrage sémiotique opéré par le voyeur, qu'est Daoud, s'apparente à une aventure intérieure, pour reprendre le titre de Georges Bataille, dont la réflexion sur les liens entre érotisme, mort et sacré, questionnant au plus profond l'être humain, semble sous-tendre souvent celle de Kamel Daoud. L'érotisme dionysiaque de Picasso pulvérise les tabous, retrouve l'indistinction originelle, chante la vie au-delà de la mort. Plus précisément, le cannibalisme amoureux de l'anthropologie et de la psychanalyse, sublimé par la dimension symbolique de l'œuvre d'art, inclut la composante sadique du sexe, mais la retourne. Ici, l'érotisme extrême, qui dissout l'un dans l'autre, permet paradoxalement non de se perdre, mais de se trouver. En somme, la plongée érotique dans les tableaux érotiques procure à Daoud une révélation aussi paroxystique que pour Michel Léris, celle du spectacle tauromachique. Elle guérit l'homme de son pénible divorce avec lui-même. Si l'imaginaire de Kamel Daoud est stimulé par la présence de la peinture, jouissance et émotion signalant une concordance de sensibilité, celui de Lydie Salver est nourri par sa connaissance de l'œuvre, mais se trouve en revanche bloqué, inhibé en sa présence. Elle sait qu'elle ressemble au chien, à l'homme qui marche, mais elle ne le sent pas. Dans son cas, la révélation identitaire consiste donc en l'élucidation de ce blocage. En d'autres termes, dans le retour du refoulé, signalé par l'angoisse éprouvée devant les sculptures, par cette inquiétante étrangeté qui, rappelait Freud, se constitue lorsque des complexes infantiles refoulés sont ranimés par une impression. La visiteuse ne se trouve pas face à des œuvres familières, chargées de sens, mais elle y perçoit ou projette des figures étrangères ou démoniaques, glacées ou grimaçantes. Le fonctionnement symbolique attendu est détruit au profit de la dissociation entre une matérialité muette, le bronze, et une pure expression de terreur. Or, ce rictus effrayant, de qui aurait vu la mort ou d'une quasi-tête de mort, objective ces terreurs secrètes et ces traumas enfouis, comme les doubles des histoires d'épouvante extériorisent l'altérité angoissante dans l'inconscient du héros. Dans la distance éprouvée s'annonce une profondeur prête à sortir de l'ombre. Dans l'étrangeté ressentie se creuse la douleur de l'enfance, hantée par la violence du père. Se crie la peur et le refus de la mort, que des sculptures comme Tête sur tige ou Annette, lui, renvoient en pleine gueule, écrit-elle. Ni l'un ni l'autre des deux auteurs ne distingue les œuvres et leurs créateurs, dont ils considèrent comme acquis, dans une perspective freudienne plus que dans celle de la critique d'art, quelles sont leurs émanations directes, la forme qui les exprime. Derrière une sculpture ou une peinture, ils remontent automatiquement à l'atelier où elle fut conçue, où fut effectué le geste créateur, et à l'artiste dont ils font leur alter ego, notamment dans son porte-à-faux identitaire. Lydie Salver recherche dans les écrits consacrés à Giacometti par des témoins de sa vie et de son travail, surtout Genet, ce que lui avait refusé le contact direct avec ses œuvres, une proximité rassurante et consolatrice avec l'homme. En effet, même ce grand artiste se désespère de la distance qui le sépare des êtres, des choses. Lui aussi se sent menacé d'impuissance. Chez lui, comme aussi chez Baudelaire et Beckett, le ratage devient sublime. Chez lui, la modestie, qui a marqué la jeune femme au fer de la honte, devient vertu immense. Et comme elle,
cet artiste reconnu préférait au musée les personnes vivantes qu'il enrobait d'un regard bienveillant. Cependant, cet être singulier ne reflétant que sa part inquiète, c'est auprès de Picasso le jouisseur que prendra appui le désir de Salvaire de gagner sur la mort. Le couple opposé des deux artistes lui sert de masque bifrons, de balancier existentiel. Kamel Daoud, dont le titre en forme de périphrase, Le peintre dévorant la femme, confirme qu'il privilégie l'artiste, a suivi méthodiquement l'itinéraire du peintre tel qu'il s'est déroulé dans les salles. Sa nuit au musée épouse les étapes de l'année 1932 que Picasso consacra à aimer et à peindre Marie-Thérèse Walter. Il prétend se balader dans la peau de celui qui incarne à ses yeux une double transgression reçue comme un encouragement. Non seulement représenter le nu, scandale culturel pour le monde musulman, mais à plus de 50 ans, révolutionner le nu occidental en exhibant le caché, c'est-à-dire les deux sexes, en déformant les corps de façon à évoquer l'ardeur et l'accomplissement du désir sexuel. En somme, les deux écrivains retrouvent chez Giacometti et Picasso leur propre expérience de décentrement. Libérés de l'illusion identitaire d'une collectivité homogène, ils rencontrent le plus vrai, le plus profond, le plus inavoué d'eux-mêmes. En retour, l'écriture de leurs livres se fait l'écho de la manière des artistes considérés. De même que Giacometti, dédaigneux de la richesse et de l'affectation, voyait les choses en pauvres, dit Lydie Salvaire en reprenant le mot de Rilke à propos de Cézanne, elle-même écrit en semi-pauvre, insérant dans son discours littéraire à la fois la langue du corps, qui donne à ressentir essoufflement, colère, etc., et la langue vulgaire, retravaillée, de la pauvre qui ouvre sa gueule. L'autodérision, les répétitions témoignent de ses difficultés d'écriture et d'une hantise de l'échec qu'elle retrouve dans l'insatisfaction du sculpteur obsédé par le ratage. Quant à Kamel Daoud, sa critique d'art se glisse dans la prose poétique de l'écriture de soi. Son lyrisme impétueux mime l'exubérance sensuelle du tableau, que l'ekphrasis anime en scène narrative. L'auteur de la peinture en acte n'est pas nommé. C'est, écrit-il, l'amoureux passionné, qui se généralise en beaucoup, en on, l'homme, en chacun. L'identité du commentateur est ainsi absorbée dans celle de Picasso qui n'est plus ressentie comme « cet étranger », écrivait-il au début, mais comme l'emblème du mâle dans le couple amoureux. L'appartenance à une même espèce valide les interprétations intuitives de l'acte créateur. C'est une appropriation qu'il tente, totale, j'en suis sûr, écrit-il. Une certitude de plus en plus affirmée au fil du texte, à mesure que progresse la reconnaissance de soi dans l'histoire érotique racontée par la suite des tableaux. La coïncidence des processus créatifs des auteurs avec ceux de leurs artistes respectifs se vérifie d'ailleurs dans l'histoire de chacun des deux ouvrages. Kamel Daoud, tempérament fonceur à la plume quotidiennement prolixe, comme le pinceau de Picasso, publia son récit quelques mois après sa nuit au musée, usant d'un présent verbal encore tout chaud de la nuit vécue heure après heure. Alors que Lydie Salvaire, qui l'avait précédé d'un an au même lieu, publia le sien un an après son collègue, soit après plus de 2 ans de blocage et de procrastination, comme Giacometti, le recours au temps narratif du passé marquant l'éloignement et la reconstruction. En somme, à l'épreuve de l'œuvre d'art, chacun d'eux est donc allé plus loin dans la connaissance et l'expression d'eux-mêmes, confirmant que le moi se construit, entre autres, par la rencontre avec des images. Dans ces deux ouvrages, récits performatifs rendant compte d'une quasi-performance, ils avancent, comme auparavant dans les salles désertes du musée, non pas complètement désarmés, tant ils sont équipés de savoir, non pas totalement nus, tant leur récit est élaboré, mais assurément moins masqués ou réticents que dans leurs ouvrages précédents.
Dans La Compagnie des spectres, Lydie Salvaire mettait en scène sa résistance à un discours maternel qui tendait de transmettre les douleurs familiales. Plus récemment, dans Pas pleurer, elle redonnait à sa mère une voix légitimée, cette fois par celle du Bernanos des grands cimetières sous la lune. Toutefois, la guerre d'Espagne ne la concernait pas directement. Et seul le choc ressenti corporellement devant les statues de Giacometti, figures humaines réduites à leur quintessence tragique, est venu fissurer les défenses et dégager la vérité d'un être atterré d'angoisse. Et pour la première fois, aidée par l'âge et par la maladie, avoue-t-elle, elle jette bas les masques et se montre sans détour ni faux semblant. Quant à Kamel Daoud, il s'était abondamment dévoilé dans ses écrits, qu'il s'agisse de l'expression de ses idées dans ses chroniques ou des éléments biographiques semés et transmués dans les 2 romans précédant immédiatement Le peintre dévorant la femme, soit Meursault contre enquête et Zabor ou les psaumes. Mais le jeu énonciatif lui servait encore de truchement romanesque, tandis que la rencontre avec des toiles incarnant son principe de vie lui permet, en s'adossant à l'autorité de Picasso, d'assumer de façon plus directe, par des confidences précises sur son adolescence, l'évolution de sa personnalité déchirée. En effet, comme celui de Lydie Salvaire, le récit de son expérience dégage les strates d'une personnalité composite et mutante, soit ce qui fait leur identité ipsée et construit naturellement leur identité narrative. S'étant essayé au contact de l'œuvre plastique, image tout ensemble physique et métaphysique de la condition humaine, L'homme qui marche de Giacometti, L'homo eroticus de Picasso, Salvaire et Daoud se découvrent dans leur complexité d'être social, existentiel et artiste. Socialement, ces transfuges vers une culture dominante et élitiste, intellectuelle, parisienne, coloniale, exposent la part refoulée de leur culture d'origine et tentent de transcender cette division. Au plan intime, ces êtres à l'enfance meurtrie mettent en scène leur lutte pour faire gagner la joyeuse vitalité d'Eros contre les forces dépressives ou agressives de Thanatos. Écrivains, ils éprouvent à la fois l'idiosyncrasie extrême du créateur solitaire ou transgressif et l'appartenance réconfortante à cette micro-communauté marginale. Leur identité est donc en quelque sorte augmentée de celle des artistes qui leur ont tendu miroir et dont ils revêtent un temps le masque. Je vous remercie.